Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce club francophone, nouvelle émission consacrée aux livres et à la francophonie. Je suis très heureux de vous retrouver ici depuis Monaco. Nous allons entamer ensemble une nouvelle aventure avec de la culture, des découvertes, des voyages et beaucoup d'entretiens en reportage avec de grands auteurs. Vous allez vous informer, réfléchir et rêver avec nous, je l'espère. Au sommaire chaque semaine, un grand entretien en extérieur, dans le sud, à Paris ou ailleurs. Aujourd'hui, le prix Goncourt, Jean-Baptiste Andréa, nous emmènera à Cannes, la ville de son enfance. On va dans un autre endroit que vous avez choisi, Jean-Baptiste, l'hôtel de ville, la mairie. La mairie, où j'ai pas remis les pieds depuis probablement 30 ans. Ah oui. Et voilà, j'ai fait une tentative d'insertion professionnelle. Ok, on va voir ça tout de suite parce qu'on voit le drapeau bleu-blanc-rouge face à nous. Et vous allez nous raconter une histoire Absolument. assez drôle. Nous vous proposerons aussi un club de lecture avec des passionnés de livres, dont une jeune lectrice lycéenne. Un focus sur l'actualité littéraire francophone et les pépites des libraires. Un libraire aura ainsi 3 minutes pour nous convaincre de lire 2 pépites, tout genre de livres confondus, dénichés dans leur librairie. On ouvre cette première émission avec justement le club de lecture. Et nous allons donner la parole aux lecteurs dans cette émission chaque semaine, à tous les lecteurs. Bonjour Sophie Augrel. Bonjour Emmanuel. Vous êtes enseignante, vous travaillez à Monaco et on vous a demandé donc de parler d'un livre qui a marqué votre vie, ou en tout cas qui l'a illuminé peut-être à un moment. Lequel avez-vous choisi ? Tout à fait, il s'agit du cours de Monsieur Paty, écrit par Michael Paty, sa sœur. Samuel Paty qui a été massacré par un minable barbare en 2020. Exactement, donc le livre retrace les 10 jours qui précèdent cette abominable tragédie. Et il est fait de telle manière très documenté, dans le sens que la sœur de Samuel a reporté tous ses cours, séquence par séquence, dans lequel tout a été expliqué et qui ne laisse nul doute finalement à sa volonté de liberté d'expression et liberté aussi d'enseignement. Ouais. Tout en ayant à côté, bien sûr, les programmes de l'éducation nationale. C'est un hommage, hein, c'est ça. Elle a mis du temps, hein, elle a réfléchi à ce qu'elle devait le faire, elle ne savait pas comment rendre hommage à son frère. Et elle s'est associée à Émilie Frêche, qui est une grande écrivaine, et à 4 mains ou à 2 mains, en fonction, en tout cas, elles se sont arrangées pour rendre hommage à Samuel Paty. Qu'est-ce qui vous a bouleversé dans ce livre ? Exactement, car c'est un témoignage poignant sur ces derniers jours, sur sa volonté de faire grandir ses élèves et qui malheureusement s'est terminée par une tragédie, alors que Samuel ne voulait que le meilleur pour ses élèves. Oui, on peut dire même un crime par ceux que l'on appelle terroristes et qu'on appellera minables barbares. Merci beaucoup Sophie Augrel. Rappelez le titre de ce livre. Le cours de Monsieur Paty, aux éditions Albin Michel. Merci à vous. On ne donne jamais la parole aux lecteurs, aux clients des librairies dans les émissions culturelles et littéraires. On voulait réparer cela. C'est pourquoi vous verrez et entendrez chaque semaine un lecteur avec un livre fétiche, ce qui vous donnera sans doute des idées de lecture. Nous partons à présent au bord de la mer, au cœur des Salins d'Hyères, dans le Var. Un site très protégé. Nous avons eu la chance de pouvoir nous y installer exceptionnellement le temps d'un entretien avec une autrice québécoise d'origine palestinienne. Elle a reçu cet été le prix du 3e Poulpe décerné par l'association Explore et Préserve qui œuvre pour l'environnement et pour la protection du littoral. Et bonjour Yara El Gadban. Bonjour Emmanuel, Comment allez-vous ? Ça va bien, j'ai chaud. Il fait très chaud. Nous sommes dans un endroit qui évoque votre roman, un peu à l'abri du vent, hein, il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup de vent ici. Nous sommes dans l'un des lieux les plus remarquables du littoral varois, dans le sud de la France, au cœur d'un double tombolo. À notre droite, il y a la route et la mer. À notre gauche, une autre route et la mer également. C'est le principe des tombolos. Alors, on ne récolte plus le sel ici, même si ce site a connu un passé industriel. La biodiversité est incroyable. Il y a 260 espèces d'oiseaux et 800 flamants roses à peu près qui viennent ici en automne et en hiver, car quand il fait trop chaud, eh bien, les flamands migrent. Et dans votre roman, La danse des flamants roses, c'est aussi le cas. Sauf que votre histoire se déroule en Palestine, sur les rives de la mer Morte, mais il s'est passé une catastrophe, la mer s'est évaporée. Oui, tout à fait, c'est la mer Morte, donc elle est en train de s'évaporer déjà.
Et j'ai imaginé le moment où finalement la mer disparaît. Et voilà que cette maladie du sel qui sort de la mer et qui met fin au monde que l'on connaît actuellement. Voilà, il y a une maladie qui arrive, qui surgit. Alors évidemment, ce drame convoque des métaphores que l'on décèle en miroir du conflit israélo-palestinien. Il tue plus que jamais. Il semble irrémédiable, inguérissable. Votre histoire fait une sorte de table rase, non? Comme si une catastrophe ultime était la solution. C'est votre désespoir qui vous a fait écrire ce livre, Yara? Non, je ne l'ai pas vu comme ça, moi. En fait, je suis au contraire quelqu'un de très optimiste. Certaines pensent trop, mais moi, non. Non, pour moi, c'était simplement, je ne voulais pas que l'histoire ni l'actualité me dictent ma vision du monde. Donc, souvent, on est obligé de partir. C'est pourquoi, d'ailleurs, il n'y a pas de date dans le roman. En fait, ça peut être l'avenir, comme ça peut être un présent parallèle, comme ça peut être un futur antérieur, comme vous voulez, un subjonctif, je ne sais pas. Mais c'est que je ne voulais pas être esclave ni du temps présent, ni de l'histoire. Donc, j'ai créé mon propre point de départ. C'est comme ça que je l'ai pensé. C'est pas une question de « Ah non, je me fous de ce monde-là, je n'ai plus aucun espoir ». Au contraire, ce sont des humains qui ont reconstruit cette société. Mais il est guérissable, c'est guérissable, si j'ose dire. Il y a une solution à ce conflit. Vous y croyez encore ou pas? Ah oui, absolument. Ah oui, absolument. Malgré ce qui s'est passé à Gaza? Écoutez, moi, je rappelle toujours aux gens que les derniers 77 ans, c'est une goutte d'eau dans l'histoire humaine, et d'autant plus dans cette terre-là, qui est la terre, l'une des terres habitables depuis le plus longtemps dans l'histoire de l'humanité. Donc, les derniers 77 ans, pour moi, ne représentent qu'une exception. Et si on revient assez loin, on voit que cette terre a toujours accueilli les peuples de manière, en fait, très dynamique, très belle, le métissage a toujours fait partie. Pour moi, au contraire, je reviens à quelque chose qu'on nous a fait oublier. Je n'invente rien, je reviens à quelque chose qu'on nous a fait oublier. Et cette société que j'imagine, c'est la société dans laquelle j'ai envie de vivre. Peut-être dans des conditions un peu plus faciles quand même, mais c'est la société dans laquelle j'aimerais vivre, c'est la société que je voudrais imaginer pour mes enfants. Et comme nous, les humains, si on n'imagine pas la chose, on ne peut pas l'inventer. Donc, il faudrait que quelqu'un l'imagine. Et là, les auteurs, on est quand même fait pour ça. C'est notre travail, non ? Le roman de Yara El Ghadban, La danse des flamants roses, est paru aux éditions Mémoire d'Encrier. Et l'intégralité de cet entretien est à voir sur YouTube, sur la chaîne Le Club francophone. Avant de partir à Cannes avec le prix Goncourt Jean-Baptiste Andréa, place aux pépites des libraires. Pour cette première, je suis très heureux d'accueillir une fidèle de mes émissions à la radio ou à la télévision. Elle est belge, elle est libraire à Bruxelles, dans la librairie du théâtre Le Public. Bonjour Déborah Damblon. Bonjour Emmanuel, plaisir de vous retrouver. Ah bah oui, un an sans se parler à l'antenne, ce fut long pour moi. Dites-nous où se trouve votre librairie, quel est son fonctionnement, car vous êtes dans un théâtre, Déborah. Voilà, on est une librairie dans un théâtre, donc on est ouvert aux heures du théâtre, c'est-à-dire le soir, mais c'est une vraie librairie, c'est pas une librairie théâtrale uniquement. On a du théâtre, bien entendu, mais on a un petit peu de tout, on a des romans, on a les nouveautés, on a de la jeunesse, on a de la BD, un peu de cuisine, du développement personnel, tout près de moi. J'ai même acheté un livre de cuisine chez vous parce que j'ai eu la chance de pouvoir venir la voir, cette librairie. Il faut y aller dans la librairie Le Public à Bruxelles. On commence notre petit jeu de la séduction. Vous avez 2-3 minutes pour nous convaincre, me convaincre surtout, de lire 2 livres de votre choix, 2 pépites que vous avez en librairie, bien sûr. Exactement. Alors, la première chose que je veux dire pour vous convaincre, Emmanuel, c'est Antoine Waters. Ah bah oui. Vous êtes déjà convaincu. Bah oui, c'est facile. Trop facile. Voilà. Il est formidable, on l'aime d'amour. Le plus court chemin, donc c'est son dernier qui vient de paraître en poche, qui est peut-être encore plus personnel que ses autres écrits, puisqu'il parle de son enfance en province belge dans les années 80. Et ça se passe dans un village, il raconte son enfance. Et on est vraiment dans des instantanés. Donc c'est Antoine, c'est son écriture à la fois très très simple, très ciselée, où il nous fait plonger en lui-même, mais en nous, en parallèle de lui. C'est vraiment... Je ne peux pas vous dire non, plus. Mais c'est vrai. Vous allez le découvrir et vous allez vous découvrir à travers lui. J'ai rien à dire. Après, moi, j'aurais choisi Mahmoud ou La montée des eaux. Je crois que c'était ça le titre. Oui, c'était Mahmoud ou La montée des eaux, que j'ai adoré, magnifique. Bien évidemment. Alors moi, je vous conseille plutôt celui-là. Les deux, Emmanuel. Bon, allez, celui-ci, c'est le dernier. Un second. Il est plus facile peut-être à trouver ailleurs qu'en Belgique. Un second, Déborah. Un second.
Je trouve que vous êtes parfois un petit peu trop sérieux, Emmanuel. Donc, Ah bon? je vais vous faire retourner en enfance Ouais. avec une série, la série des Émile, de Vincent Pellier, qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Émile. Donc, ce sont des aventures pas du tout trépidantes, tout à fait quotidiennes, où on a Émile qui est dans sa vie quotidienne, qui lui plaît bof, hein, parce que la vie quotidienne d'un petit garçon, c'est pas toujours folichon. Et ce que j'adore avec Émile, c'est que envers et contre tout, il va tordre le monde comme il a envie qu'il soit. Mais je l'aime d'amour parce qu'il est improbable. Ouais. C'est tellement bien d'être improbable. C'est très bien. Bah écoutez, vous avez réussi à me convaincre. Bravo, félicitations. Ça va pas être comme ça toutes les semaines, mais en tout cas, et je suis un enfant. Je suis un adolescent. Mais la prochaine fois, j'essaye un roman fantastique, Emmanuel. Oui, ça va être mieux. Ça va être mieux. Pour le débat, ça va être mieux. Merci Déborah Damblon, merci vraiment. Nous laisserons sur les réseaux sociaux les références de vos choix. Je rappelle que vous êtes libraire à Bruxelles, dans la librairie du théâtre Le Public. Je vous embrasse. À bientôt, Déborah. La semaine prochaine, ce sera la libraire québécoise Josiane Letourneau qui sera avec nous. Et voici le grand entretien reportage de la semaine. On part à Cannes aujourd'hui avec le prix Goncourt Jean-Baptiste Andréa. Bonjour Jean-Baptiste Andréa. Bonjour Emmanuel. Comment ça va? Ça va très bien. On est ici à Cannes, la ville de votre enfance, votre ville. Et c'est un peu ici que tout a commencé pour vous, en tout cas sur le plan culturel, à l'Institut Stanislas. Absolument, culturel, éducatif, ludique. Alors, j'ai un très bon souvenir d'avoir été là. École, collège, lycée. On peut y passer toute sa scolarité sans problème. Absolument. Vous êtes arrivé en quelle classe, vous? CM1, 8e, ouais. Ah, jusqu'à la terminale? Oui. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Non, mais je vous dis qu'on était bien ici, c'est vrai. Moi, j'avais tous mes amis ici. J'étais un des gars qui aimait l'école. Bon, on va déambuler dans cette ville de Cannes, dans des lieux que vous avez choisis, qui sont emblématiques pour vous. On commence par ce lycée, enfin cet établissement, parce que évidemment ça a du sens, avec ce bâtiment peint en beige, coopération, fraternité. Oui, mais ça, je crois que je l'ai vécu ici, moi. Gentil, bienveillance, amour, partage. Mais pour moi, cette école m'évoque l'amitié. Mes amis. Retrouver mes amis, j'étais hyper excité, j'étais super content quand les vacances commençaient l'été, mais j'étais hyper impatient les 2 dernières semaines de retrouver mes amis. Et ça, c'est la cour de votre enfance, c'est là en fait. Ça a un petit peu changé. Ça a un peu changé. Le sol est plus joli. On s'égratignait les genoux sur le goudron. Bonjour. Bonjour Olivier Sassy. Bienvenue. Merci beaucoup de nous accueillir ici. Merci de nous accueillir. Un plaisir de revenir. À Stanislas. À Stanislas, exactement. Établissement privé, sous contrat avec l'État. Exactement. 2700 élèves quand même. De la maternelle jusqu'à la licence. C'est un des plus grands de la région, on peut dire. Oui, c'est un des plus grands établissements de la région, mais on a une approche proche des jeunes. Notre but, c'est de les connaître, de les accompagner. C'est arrivé à Jean-Baptiste Andréa il y a de longues années. On va aller voir les élèves, parce qu'il y a 3 élèves qui ont désiré vous rencontrer. On a laissé justement Olivier Sassy et son équipe organiser ça. On va les rejoindre? Parfait, avec plaisir. Allons-y. Jean-Baptiste Andréa, quand vous avez reçu le prix Goncourt en 2023, avez-vous pensé au petit Jean-Baptiste qui était justement dans ces couloirs à l'époque? J'ai pris conscience après coup, parce que le moment est tellement d'une telle intensité qu'on le vit presque pas dans l'instant. J'avais l'impression de me regarder. Mais j'ai pris conscience du fait que c'était ça, cette sensation, le jour du Goncourt, de ne pas avoir trahi ce gamin-là. Gamin qui a commencé ici, qui a écrit ses premiers spectacles ici. Et donc cette connexion, elle est très forte pour moi, parce qu'il s'est toujours agi de préserver ce qui est né ici, pas juste entre ces murs, mais ce qui a été encouragé en ces murs, j'ai voulu le préserver toute ma vie. Donc j'avais un sentiment de fierté vis-à-vis de ce gamin-là. C'est mon émotion principale quand je descends du taxi devant Drouin. C'est à ça que je pense. Et j'ai dit, je pense à tous les gamins qui pensent que c'est impossible, parce que je pensais à ça. Jamais j'aurais cru que je reviendrais ici aujourd'hui. Avec moi, en plus, avec Emmanuel Kéral. Allez, on y va. Bon, on a des élèves, on est dans l'établissement avec une bibliothèque. Et il y a Omonia, Lucie et Adrien. C'est ça, je ne me trompe pas? Enchanté, Omonia, Lucie et Adrien. Donc ça doit être Adrien. Oui, c'est le seul garçon. Ça va, Adrien? Qui est Lucie? C'est moi, Lucie. Bonjour, Lucie. Enchanté. Bonjour. Ça va bien? Oui.
Bon, vous vouliez rencontrer Jean-Baptiste Andréa, qui a été élève ici, qui a eu le prix Goncourt. Vous avez lu son roman. Oui. Qu'est-ce que vous diriez de ce livre-là si vous deviez le résumer à un ami? Comment feriez-vous en quelques phrases? Moi, je pense que c'est un récit qui est assez intéressant parce qu'on a des informations qui arrivent que vers la fin de l'histoire. Et donc, on redécouvre un peu certains aspects. Et puis, les personnages, ils ont un destin qui est quand même assez inattendu. Et leur rencontre aussi, c'est un aspect assez inattendu. Alors on suit l'histoire de Michelangelo, hein, Veillez sur elle, c'est une histoire d'amour-amitié avec ce personnage finalement qui va perdre son père, qui meurt au front, sa mère va l'abandonner à son oncle qui lui est un grand sculpteur, en tout cas un sculpteur de talent, et Michelangelo, Mimo, va essayer comme ça au cœur de cette Seconde Guerre mondiale, dans cette époque-là, il va essayer de s'en sortir et il s'en sort par l'art. Bon, on va voir la salle de vos spectacles. Elle existe encore, la salle de vos spectacles? On va voir avec le directeur. Olivier Sassiette est en train de me dire oui. Donc on va aller voir. En tout cas, à bientôt. Merci beaucoup. Ah, Ça, c'est toujours la cantine? C'est le Café Stan. C'est ça? Ça s'appelle le Café Stan. Ah oui, mais c'est une vraie salle. Ah, mais c'est une vraie salle. Ah oui. Alors ça paraît. Ah oui. Avec une scène, des Voilà. fauteuils comme le cinéma. C'est Ouais. incroyable. Et pendant 3 ans, une fois à la fin de l'année, on faisait un grand spectacle. Ah ouais. Voilà, j'avais monté une troupe avec des amis, on écrivait, on jouait. Il y avait du spectacle théâtral sur scène, tout écrit par nous, des imitations Ah ouais. et une séquence vidéo d'une minute, enfin de 20 minutes au milieu, où là aussi c'est mes premiers pas dans le cinéma, où on faisait des parodies de pubs, des parodies de films, et on projetait ça au milieu du spectacle. Bah venez, on va aller, on va vous rappeler des souvenirs. Passez par là, hop. Bon, c'est très étonnant de se retrouver là, Jean-Baptiste Andréa, j'imagine très émouvant pour vous. Ouais, alors Non, mais je c'est suis vrai. revenu une fois depuis, c'était super émouvant. Dans mon souvenir, c'était immense. C'est pas petit d'ailleurs, hein. Ouais. C'est quoi, 400 places? Alors c'est étonnant parce que quand on... Moi j'ai un autre regard sur votre roman, au final, à se retrouver là, à Cannes, et notamment à Stanislas, parce que dans le roman, il y a un élément très fort, c'est la rencontre avec Viola, qui est une jeune fille qui est un peu aux antipodes de Mimo. Ils vont se faire une promesse de ne jamais se perdre tous les deux. Et il y a un côté très théâtral, c'est très Roméo et Juliette, Oui, oui. cette histoire-là. Et je comprends maintenant pourquoi il y a cette histoire. Maintenant qu'on est sur cette scène de Stanislas, j'en ai des frissons aussi, c'est drôle. Et même pour aller encore plus loin et être tout à fait honnête, j'étais très très amoureux d'une fille ici quand j'étais en 6e, 5e. Et je crois que cette amitié, j'ai jamais rien osé lui dire tellement j'étais timide. Ouais. Donc j'ai beaucoup joué cette histoire dans ma ouais. tête à l'époque, hein. Et donc je crois que cette histoire non concrétisée, Ouais, non ouais, résolue, ouais. non développée, a nourri beaucoup des relations de mes personnages, puisque tout reste possible Eh dans oui. cette histoire qui ne s'est jamais passée. Vous l'avez vu? Vous l'avez revu? Ah non, non, non. Comment elle s'appelait? Ah ben je ne vais pas vous le dire. Ah bah si, Ah non, comme non, ça on va non, lui non, dire non, face non, caméra. Elle va vous reconnaître, vous savez. Eh, j'en sais rien. Merci de nous avoir emmenés ici. On va aller dans un autre endroit, donc je le disais, au bord de la mer. On va rejoindre le bord de mer Allez, allons-y. et un endroit où vous avez fait vos armes, un truc incroyable. Allons-y. Le club francophone à Cannes avec Jean-Baptiste Andréa, prix Goncourt 2023 pour Veiller sur elle, paru à l'Iconoclaste. On va dans un autre endroit que vous avez choisi, Jean-Baptiste, l'hôtel de ville, la mairie. La de mairie, Cannes. où j'ai pas remis les pieds depuis probablement 30 ans. Ah oui. Et voilà, j'ai fait une tentative d'insertion professionnelle. Ok, on va voir ça tout de suite parce que on voit le drapeau bleu-blanc-rouge face à nous et vous allez nous raconter une histoire Absolument. assez drôle. Alors on va monter un escalier magnifique ici dans cette mairie de Cannes. Vous avez travaillé là et ça s'est très bien passé. C'était votre premier boulot.
Ça s'est très mal passé. Enfin, oui, c'était mon premier boulot et la seule fois de ma vie que j'ai bossé dans un bureau. J'ai bossé au service de la communication. Moi, c'était il y a 40 ans. Hein. C'était une autre mairie, c'était un autre monde. Oui. Et j'ai retrouvé en rangeant mes affaires la lettre de rapport de mon travail, parce que c'est dans le cadre de mes études. Et ça disait que pour un type qui n'avait pas l'air trop bête, j'étais vraiment fumiste et que je n'arriverais jamais à rien dans la vie. Ah ouais. Mais parce que moi, j'étais pas fait pour le travail dans le bureau. Je crois que c'est ça qui m'a confirmé dans le fait que c'était pas pour moi. On vous a écrit clairement que vous étiez... que c'était pas comme ça que je réussirais dans la vie, qu'il fallait vraiment que je passe à la vitesse supérieure. Ça, c'est la version polie. Mais le sous-entendu était un peu plus rentre-dedans que ça. Mais c'était quoi le boulot? Que faisiez-vous? Je travaillais au service de la communication. Oui, c'est sympa quand même. Ouais, c'est sympa. Et puis j'étais très gentil. Hein. C'était pas méchant. Hein. Ouais. C'est juste que j'avais pas envie de travailler dans un bureau. C'était pas ma vie. Le premier jour, je suis arrivé en jean, comme aujourd'hui. Ouais. Moi, j'ai que des jeans. Et la personne de l'époque m'a dit « Ah, vous avez mis un jean, vous avez bien fait. Aujourd'hui, on doit déménager. » Je me suis dit « Ah, ok. Je suis pas censé porter des jeans. C'est dommage, j'ai que ça. » Bon, en tout cas, cette mairie, cette ville ont beaucoup changé depuis cette époque. C'est beaucoup plus créatif ici maintenant. Bon, il y a un autre endroit. On va sortir de l'hôtel de ville et on va retrouver un endroit que tout le monde connaît. Et là aussi, le destin est incroyable parce que vous avez fait du cinéma. Vous continuez d'ailleurs en partie à scénariser des films. Le Palais des Festivals, quoi. Allons-y, c'est connu dans le monde entier. Voilà, le Palais des Festivals, donc Jean-Baptiste Andréa. Lieu incontournable évidemment pour les événements internationaux, le Festival du film de Cannes bien sûr. Avant d'être écrivain et d'avoir ce prix Goncourt, vous avez été cinéaste. Exactement. Avec 3 films réalisés, 5 scénarisés, dont Hellphone de James Hutt, La Confrérie des larmes et puis King, un film d'aventure en 2022. Là encore, j'allais vous dire, le fait d'avoir passé son enfance à Cannes, ça aide un peu de partir vers le cinéma, en tout cas ça influence un peu. J'ai pas l'impression, parce que j'ai pas de souvenirs marquants de cinéma ici. J'ai pas l'impression que ce soit lié à ça. C'est juste cet amour pour moi du fait de raconter des histoires. Et quand on veut raconter des histoires, qu'est-ce qu'on a comme moyen de le faire? Le cinéma est l'un des moyens les plus évidents, un des moyens auxquels on pense aujourd'hui. Et voilà, donc c'est vrai que je crois qu'une nouvelle fois, d'avoir fait de la scène là-bas au lycée, c'est là que ça s'est formé pour moi. Cette envie de voir l'effet qu'on peut avoir sur un public, c'est quelque chose d'extrêmement unique, de gratifiant, d'enivrant. C'est là que ça s'est passé pour moi. Vous avez déjà monté les marches du Festival de Cannes? Alors en fait, du Palais des Festivals pendant le Festival de Cannes? Non, j'essaie d'éviter en fait. Bon, on va le faire. Ouais. Alors tiens, en parlant des prix, j'ai compté que vous avez eu 22 prix en seulement 4 romans. C'est incroyable. Dont le prix Goncourt, passant par le Québec aussi, le prix du premier roman français. J'ai eu beaucoup de chance, je sais pas ce qui s'est passé. Toute ma vie, on m'a dit que j'avais un univers bizarre, que oui, mais non, que ça n'allait pas passer, que ça n'allait pas se faire. Et puis tout d'un coup, je sors ce premier livre, je rencontre mon éditrice, Sophie. Ouais. Et tout change et tout d'un coup il y a ces prix qui tombent. Je crois qu'il faut relativiser tout ça et les échecs et le succès d'une certaine manière qui est la plus belle chose qui me soit arrivée. Hein. Je suis pas en train de m'en plaindre, mais voilà. Moi je considère que j'ai beaucoup de chance aujourd'hui de pouvoir continuer à faire ce à quoi j'ai dédié ma vie très tôt, qui était d'écrire et qui était raconter des histoires. On va continuer à parler de ce roman sur la plage, parce que la plage pour vous c'est plus que la plage, je dirais, Jean-Baptiste. C'est un lieu sportif. C'est un lieu de... Vous baignez régulièrement, y compris l'hiver. Oui. On est à fleur d'eau, Jean-Baptiste Andréa, avec vraiment les vagues qui sont à 1 mètre de nous. On va essayer de ne pas mouiller les chaussures, en tout cas moi, parce que vous êtes en hauteur, vous avez de la chance, mais on va se diriger le long de cette baie de Cannes. Ce roman, 580 pages, une vraie fresque, on l'a dit plein de fois, la presse, les lecteurs aussi, beaucoup
de ceux qui nous regardent, de ceux qui nous écoutent ont lu votre roman. Il y a ce Mimo qui va devenir un célèbre sculpteur virtuose réclamé par le Vatican et aussi par le régime de Mussolini pendant la Seconde Guerre. Et puis il va retrouver sa mère 20 ans plus tard. Elle va savoir qu'il a réussi et il va lui demander « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est une des phrases les plus émouvantes, je trouve, de ce roman. Merci. Il y a certains lecteurs m'ont reproché le fait que sa mère, elle l'abandonne pas, elle l'envoie en Italie dans l'espoir de le retrouver, puis elle le retrouve pas exactement quand elle veut. Mais je trouvais ça extraordinaire aussi de parler. Il y a des personnages de femmes qui ont eu un rôle primordial dans ma vie. Et j'aimais l'idée qu'on pouvait questionner jusqu'à la maternité, jusqu'à ce supposé sentiment maternel, ce devoir de mère. Et j'aimais l'idée d'envisager ces personnages de la mère comme justement avant tout une femme, dont il se trouve qu'elle est devenue mère, mais qui peut aussi faire des choix qui ne sont pas considérés comme normaux. Donc c'était très important pour moi ce moment, donc ça me fait plaisir que vous l'ayez repéré. Parce que la dernière fois qu'on m'en a parlé, je crois que c'était pour me le reprocher, et j'y tiens beaucoup à cette mère telle qu'elle est. C'est justement un personnage qui est très en fond du roman, et qui pourtant parle profondément du sujet de ce roman. Bon, on va aller voir une librairie, on va terminer ce club francophone chez un libraire indépendant. Les libraires indépendants, c'est très important, je l'ai toujours dit. Bon, Jean-Baptiste, on vient de passer le marché de la place Gambetta et on est dans une rue qui est parallèle à la rue d'Antibes, qui est la rue commerçante de Cannes très connue. Et dans cette rue parallèle, il y a une librairie indépendante avec un café qui s'appelle Autour d'un livre. Autour d'un livre, voilà. C'est mon adresse à Cannes. Et puis c'est précieux, une librairie indépendante. Je crois qu'on ne mesure pas toujours à quel point c'est une chance. Bonjour. Bonjour. Voilà. Tous mes livres viennent de là. C'est vrai ? Eh oui, grâce au travail de Florence. Et puis toutes mes ventes viennent de là aussi d'ailleurs. Hein, non, pas toutes. Une bonne partie de mes ventes viennent de là. Ouais. En tout cas, Florence c'est vrai que me soutient beaucoup depuis le début. Florence, Jean-Baptiste est passé de client à star des ventes. Alors non, il est passé d'auteur au début à son démarrage avec Marraine. On s'est rencontrés comme ça. Un livre qui m'a déjà beaucoup plu. Et je sais pas, je sentais qu'il y avait quelque chose, un avenir prometteur chez ce jeune auteur à l'époque. Et je ne me suis pas trompée. On l'a suivi pour chacun de ses ouvrages. Et ça a toujours été une relation. On a progressé ensemble. En fait, quand j'ai ouvert la librairie, il a commencé avec son premier ouvrage et on a progressé ensemble. Et c'est un bonheur toujours de l'avoir et de le recevoir et de le lire. C'est une belle histoire, ça. Une très belle histoire. Si vous deviez choisir un livre dans cette librairie, c'est une question abominable. Non, mais je déteste qu'on me la pose. Alors voilà. Mais je vais vous répondre. Pourquoi je ne réponds pas à ces questions ? Parce que quand on choisit un livre, on est un fanatique. Ah, c'est une bonne réponse, ça, tiens. Je vais retenir ça, parce qu'à chaque fois qu'on me demande ça, je ne peux pas répondre. Ben voilà. Mais un livre, c'est du fanatisme. Donc tous les livres de la librairie. Même les mauvais. Comme ça, on apprend. Merci beaucoup. Merci Emmanuel, j'étais très heureux de partager ce moment avec vous et de partager cette ville avec vous. Moi aussi, vraiment. Voilà, le club francophone avec Jean-Baptiste Andrea à Cannes et ce livre, Veillez sur elle, qui est sorti évidemment aux éditions L'Iconoclaste. C'est le prix Goncourt 2023. Merci à vous Jean-Baptiste. Merci de m'avoir accueilli, à bientôt. Et le roman de Jean-Baptiste Andrea est sorti récemment en livre de poche si vous ne l'avez pas lu. Chaque semaine, nous invitons un lycéen qui vous conseille un livre de son choix, toutes catégories et tout genre confondus en toute liberté. Aujourd'hui, nous accueillons Carolina. Bonjour Carolina. Bonjour. Tu es en classe de terminale au lycée Albert Ier. Exactement. Et tu as choisi un livre qui a eu un énorme succès international. Effectivement, j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui La Tresse de Laetitia Colombani, parce que ce livre m'a énormément marqué par son histoire touchante. On va y suivre 3 histoires de 3 femmes dans 3 pays différents. Tout d'abord, nous avons Smita en Inde. C'est une intouchable qui appartient donc au caste le plus petit. Et elle va décider de donner à sa fille la chance d'avoir une vie meilleure que la sienne avec une bonne éducation.
Ensuite, on va suivre Giulia. C'est une Italienne de Sicile qui perd son père soudainement. Et elle va ainsi devoir reprendre l'entreprise familiale qui traite des cheveux. Et elle va vite se rendre compte que celle-ci croule sous les dettes. Puis enfin, nous avons Sarah, c'est une Canadienne qui est malheureusement atteinte d'un cancer, mais elle va quand même se dévouer pour ses enfants et son métier. Alors, il y a des histoires de femmes comme ça, des destins de femmes. Lequel t'a particulièrement séduit dans ces 3 destins? Je pense que c'est celui de Smita, surtout parce que sa culture, la culture indienne... parce qu'on voyage dans ce livre. Hein, c'est ça, on voyage énormément. On voyage au Canada, en Italie et en Inde. Et franchement, c'est des cultures qui sont complètement différentes, très ordinaires. Et ça m'a vraiment touchée parce qu'on est complètement plongé, immergé dans 3 univers différents. Sais-tu combien de lecteurs ont lu La Tresse de Laetitia Colombani? Non, je ne sais pas. On estime à 5 millions de lecteurs pour plus de 2 millions de livres vendus dans le monde. Tu fais partie des 5 millions. Voilà. Bon, merci pour ce conseil, Carolina. Tu reviens ici quand tu veux. Je te souhaite une très bonne année scolaire. Le bac avec mention, bien sûr, ou avec un 20 sur 20 au grand oral, par exemple. Peut-être, on espère. Je te le souhaite vraiment. Tu reviendras nous dire, d'accord? Merci beaucoup. Un dernier conseil de lecture avec le roman d'Omar Youssef Souleymane, qui a reçu en juin le prix du Quai d'Orsay. L'auteur syrien exilé en France raconte l'histoire d'un jeune homme qui a quitté la Syrie, comme lui, qui s'était exilé ensuite en France après un passage par le Liban. Il crée des parfums et puis un jour, il apprend la mort d'un ami intime de Beyrouth. Ce drame va lui permettre de renouer durant un laps de temps avec ses origines. C'est très doux, sensible, poétique. Omar Youssef Souleymane illustre parfaitement la richesse culturelle de la francophonie et nous le retrouverons dans cette émission prochainement. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Cette émission vit aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur YouTube et en podcast. Faites passer le message. Merci à toute la formidable équipe qui m'accompagne. Et un dernier mot pour dédier ce programme à Christophe Magère, mon collaborateur qui m'a accompagné pendant 10 ans sur la librairie francophone. Il nous a quittés bien trop jeunes au tout début de l'été. Je pense à toi, je t'avais dit, Christophe, que nous reviendrions. Cette nouvelle émission est donc pour toi. Bon week-end, bonne semaine à vous tous, à la semaine prochaine.